le président Abdel Fattah el-Sisi se trouve actuellement à Addis Abeba afin de participer au sommet africain et de présenter le rapport de l'Égypte concernant le climat afin de commenter l'importance d'une telle conférence ou un tel sommet actuellement, également parler des perspectives et de l'avenir des relations entre l'Égypte et le continent africain. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Cherif Demirdesh, professeur de relations internationales et analyste politique. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi à Addis Abeba, vraiment, c'est un grand message de la part de l'Égypte destiné non seulement à l'Éthiopie, mais au continent africain. Par cette visite et cette participation, qu'est-ce que l'Égypte veut dire au continent africain? Bien sûr, l'Égypte tâche de regagner sa place normale au sein du continent africain. C'est-à-dire l'Égypte, pour une dizaine, quinzaine d'années après l'attentat de Addis Ababa contre l'ex-président Hosni Moubarak, l'Égypte s'est retirée de la scène un peu du temps et maintenant il essaye de regagner sa place normale au sein, au cœur du continent africain. Et le futur, c'est pour l'Afrique. Et nous sommes là, rappelez-vous de ce que je dis, il y aura les United States of Africa. Un jour, il n'y aura pas les... L'Afrique, c'est le futur. C'est le continent vierge que ses ressources naturelles, jusqu'à ce point-ci, ne sont pas explorées. Ils ne sont pas abusés. C'est-à-dire quand on parle de ressources minérales, quand on parle agriculture, population, tout ce que vous voulez, l'Égypte, l'Afrique, c'est l'avenir. Alors, le président el-Sisi, il est là-bas parce que, premièrement, il connaît très bien l'importance du continent africain. Deuxièmement, il comprend très bien que l'Égypte africaine, c'est un point de puissance stratégique à ne pas ignorer. C'est-à-dire même les complications quand on parle de, par exemple, le barrage de la Renaissance, tout ça, c'était dû à notre absence sur cette scène pour une quinzaine, vingtaine d'années. Alors, il est là-bas pour exactement regagner le rôle de l'Égypte une autre fois en Afrique. En tout cas, on l'a gagné hier en devenant champion de handball, donc déjà on a récupéré cette place-là. Mais congratulations pour l'équipe nationale de handball égyptien, parce que j'étais très ravi. Il a porté le bonheur pour tout le peuple égyptien. C'est très important pour le moral. Hein. C'est vrai. Il ne faut pas passer ces choses comme ça, comme si rien n'est arrivé. Non, non, nous sommes aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde. Exactement. C'est quelque chose de grand, hein. Il faut fêter. Mais malheureusement, à côté de ces festivités, il y a des dossiers épineux comme celui du barrage éthiopien. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le barrage se construit de jour en jour. Plus on part, plus lui, il avance dans les constructions. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous est sorti, qui nous a échappé. Soit c'est une volonté qui est devenue une volonté internationale et que l'Égypte n'arrive plus à négocier justement au niveau de ce barrage-là, soit l'erreur vient de chez nous. Au départ, avant le mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, et aujourd'hui il essaie de réparer des fautes commises par le passé. On en est où en fait par rapport au barrage éthiopien? C'est-à-dire ce sentiment absurde là, c'est-à-dire on se sent toujours dans les nuances. Je comprends. Il y a un brouillard. Oui. Je comprends ça. Il faut comprendre une chose, que il s'agit d'un point de vue, c'est-à-dire de sécurité nationale. C'est-à-dire quand vous parlez de l'eau, hein, 88% de l'eau
qui vient en Égypte, ça vient du Nil bleu de l'Éthiopie. Exactement. Alors, si vous parlez d'assoiffer l'Égypte... On n'en est pas encore là. Non, la réponse est connue, mais on ne peut pas la prononcer pour des raisons. Mais tous, on connaît tous quelle est la réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. Alors, calmons-nous, parce que c'est un sujet qui ne peut pas tolérer deux alternatives. Ou bien on va arriver à un compromis qui va servir les intérêts de tout le monde, loin d'assoiffer l'Égypte. Que ce soit un complot, que ce soit les Israéliens, les Américains, le diable, derrière ce sujet-là, personne ne pourra assoiffer l'Égypte. Oui, mais selon vous, sur quoi l'Éthiopie compte? Puisque vous dites que la solution est vraiment connue pour une telle menace. Alors l'Éthiopie compte sur quoi? Elle compte sur Israël, elle compte sur les États-Unis américains, elle compte sur la Turquie, elle compte sur l'argent de Qatar. C'est-à-dire, je ne veux pas, disons, comment dire, pénétrer profondément dans ce sujet-là, parce que, oui, l'ex-président Moubarak, président Sadat, tout le monde, ils ont dit, si vous construisez ce barrage, on va vous battre. C'est pas moi qui dis aujourd'hui, c'est pas une menace, mais tous les présidents, ils ont eu une position très ferme, très décisive, tranchante vis-à-vis du sujet. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y aura d'autres positions? Il n'y a pas d'autres positions. Mais on essaye d'arriver à un consentement, à un compromis qui respecte tout le monde sans toucher les droits de l'eau de l'Égypte. Sans compter qu'il y a le Soudan aussi qui est très affecté, mais l'Éthiopie a toujours revendiqué le fait qu'elle n'avait pas d'eau, que le Nil, elle n'arrivait pas à avoir assez d'eau pour sa population. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a justement, elle a eu les droits de construire le barrage. C'est pas à cause de l'eau. Ils ont 600 millions de mètres cubiques de pluie chaque année. C'est pas vrai. C'est simplement pour engendrer l'électricité. Et la vendre, oui. Simplement, c'est ça. Oui. Ça n'a rien à faire avec l'agriculture, avec l'eau. Non, non. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi ne pas... Avec, attention, le Soudan n'est pas affecté. On voit que la position du Soudan n'est pas tout à fait claire concernant ce dossier, mais je voudrais savoir, selon vous, pourquoi l'Égypte n'a pas eu recours à l'arbitrage international en ce qui concerne un dossier pareil. Parce que c'est un long processus. Il y a des éléments qui vont intervenir pour prolonger ce processus, des parties internationales, on les connaît tous, qui ont la capacité de prolonger ce processus jusqu'à ce que on va être devant le fait accompli. Hein. Oui. Alors c'est pour cela. Parce que c'est pas que le fait, c'est-à-dire il y a une opinion qui dit qu'on n'a pas eu recours à l'arbitrage international parce qu'on n'a pas des droits solides. Non, non, c'est parce que la prolongation de ce processus peut durer beaucoup de temps. Le Soudan, il va gagner de ce barrage de l'électricité parce qu'il faut se rappeler que le Soudan, il a Bahr el-Ghazal, il a le Nil blanc, il a les pluies saisonnières, c'est-à-dire même le Soudan, la partie du Soudan, ce n'est pas 55 millions de mètres, c'est à peu près une vingtaine de millions de mètres cubiques. Oui, c'est l'Égypte qui sera affectée numéro 1 par ce barrage. Oui. Le Soudan, de point de vue eau, irrigation, boire, non, ils ne sont pas affectés. D'accord. Et un autre dossier épineux aussi traité lors de ce sommet, le terrorisme. Le terrorisme, aujourd'hui, l'Égypte
est le premier pays, on peut vraiment le dire, est le premier pays au monde à avoir déclaré la guerre contre les terroristes. Elle avait appelé nombre de fois les pays occidentaux à se joindre à cette cause. On a pris du temps pour que le monde se réveille et enfin tout le monde s'est réveillé. Le terrorisme est aussi présent en Afrique et essentiellement en Afrique. Il faut dire qu'on parle beaucoup de la Syrie et de la Libye puisque ce sont deux grands pays, mais l'Afrique n'a jamais cessé d'être frappée par le terrorisme avec Boko Haram, avec les Shabab. Elle a toujours subi la terreur des terroristes à tel point qu'aujourd'hui elle n'arrive pas à se développer à cause du terrorisme. Comment l'Égypte peut intervenir justement dans ce dossier-là? Comment elle peut donner son aide, comment elle peut offrir son aide à l'Afrique? Premièrement, l'Égypte a une grande expérience dans ce secteur-là de combattre le terrorisme. Alors, il y a beaucoup sur le volet logistique, il y a beaucoup d'expertise à échanger. L'Afrique, parce qu'elle était toujours, disons, dévorée par les guerres civiles. Alors, quand le terrorisme s'est mêlé avec ces guerres civiles, on pourrait pas vraiment faire la distinction entre terrorisme et guerre civile. Oui. Mais aujourd'hui, tout est clair et net. Shabab à Somal, tout ce qui se passe à Mali, oui, au Nigeria, le Boko Haram, tout ça c'est Daesh. C'est pas le nom de Daesh, non. Tout ça c'est une fabrication de la même source, c'est-à-dire l'islam politique, entre guillemets, c'est une invention pour utiliser l'islam pour arriver à des résultats politiques. Il n'y a pas d'islam politique. Tout ça, c'est du terrorisme déguisé avec une barbe ou je ne sais pas quoi, que les services western, américaines, pro-américaines, ils ont inventé exactement pour aboutir à des résultats spécifiques. Ce n'est pas simplement les Américains. Non, les Français aussi, ils utilisent ce système pour être au Mali. C'est-à-dire tout le monde. Il utilise ce dogme-là, islam politique, le terrorisme islamiste, je ne sais pas quoi, pour pénétrer l'Afrique. Si on confirme ce que vous dites, et en effet on dit que ce sont les Occidentaux qui sont intervenus dans ces pays-là pour faire ça à travers un islam politique. Où sont les pays musulmans ? Pourquoi nous n'avons pas réagi et on a laissé ces pays-là nous mener avec une baguette et utiliser notre propre religion pour attaquer dans d'autres pays et dans nos propres pays aussi? Il y en a beaucoup de raisons. Nous sommes des peuples illettrés du point de vue religieusement. Ce n'est pas simplement illettré à écrire et lire la langue arabe ou langue française. Non, non, non. Je parle de religion. On ne connaît rien de notre religion. On connaît simplement les rituels, les choses rituelles, c'est-à-dire prier, la jeûne, mais on ne connaît pas la philosophie de notre religion. Ça, c'est un. Deuxièmement, le niveau culturel du monde islamique. On n'est pas des peuples cultivés. Il y en a un degré d'illettracité très grand dans le monde arabe surtout. Troisièmement, on a été dominé longtemps par le colonialisme européen, on est affecté. On a des régimes aussi qui n'ont pas aidé politiquement à l'ouverture sur la civilisation, la vraie civilisation. On est simplement ouvert sur l'imitation des choses qui ne nous conviennent pas. Mais est-ce qu'on est ouvert à la science, à l'art? Non, non, non. On est ouvert simplement à des imitations ridicules, stupides, qui n'ajoutent rien à notre culture, à notre jeunesse, mais on est enfermé politiquement, idéologiquement, culturellement et religieusement. On est illettré, on ne connaît rien de notre religion. Oui.
c'est la vérité. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, également, le président Abdel Fattah el-Sisi présentera aujourd'hui devant le sommet africain un rapport concernant la participation de l'Égypte à la COP21. Bien sûr, l'Afrique est très touchée par le réchauffement climatique et surtout les dossiers de pollution. Selon vous, avec un rapport pareil, la participation de l'Égypte qui était très forte au cours de la COP et aujourd'hui le sommet, qu'est-ce qu'on attend sur scène afin que, quand vous venez de le mentionner, le continent africain non seulement puisse exploiter ses richesses, mais également bien les traiter, bien les utiliser pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution? L'Afrique tend ses mains pour le monde civilisé, exactement pour lui fournir la technologie, le support financier, exactement parce que les technologies de la comment on dit, clean energy, l'énergie propre, ça coûte, les recherches, tout ça. Alors l'Europe a une obligation vis-à-vis, parce que le continent africain, c'est une victime, hein. C'est-à-dire nous sommes le seul continent qui a le moins pourcentage d'émissions de premier gaz du oxyde de carbone, oui. Tout ça. Alors nous sommes les victimes et aujourd'hui le monde civilisé, le monde industriel, il doit nous fournir, nous subvenir avec les moyens de développer l'énergie propre, renouvelable, dans l'industrie, dans tous les domaines de vie en Afrique. Alors ça demande du financement, et c'est ça qui a été promis Exactement. En COP 21, et le financement, la technologie et le support logistique. Alors on attend. Exactement, on attend, et c'est vrai que ça fait partie de l'accord. D'ailleurs, l'Afrique est le continent le plus touché et celui auquel on a promis énormément de choses, mais il y a eu beaucoup de promesses. Est-ce que ces promesses-là vont être respectées? Parce que si elles ne sont pas respectées, l'Afrique sera le premier pays affecté malheureusement par des dégâts qu'ils n'ont pas fait. Regardez, ce qui change actuellement, c'est pas la bénévolence du côté américain, européen, les pays coloniaux, non, c'est la présence de la Chine. C'est ça qui change maintenant. Qui est devenu le premier pays au niveau d'énergie renouvelable aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, il parle aujourd'hui de 400 milliards de dollars d'échanges avec l'Afrique. La Chine, exactement, est là. Les intérêts européens, les intérêts américains, ils sont menacés. Alors, ils ne peuvent pas actuellement en subir les conséquences des promesses ratées comme d'habitude. C'est la seule chose. C'est la seule garantie. Exactement. Toujours, quand vous avez deux forces, une balance de force, ça, c'est une garantie pour le moins fort. Le moins fort. Hein. Donc aujourd'hui, on a une grosse balance puisque nous avons la Russie et la Chine qui sont devenues encore plus puissantes qu'elles ne l'ont été autrefois. Et nous avons les États-Unis affaiblis et l'Europe qui est meurtrie par la crise économique de la zone euro. Hein. Si vous réalisez qu'après la destitution du RSS en 1990, tout le ravage que le monde a vu, c'est le temps qu'il y a vu l'unipole, les États-Unis. 25 ans de ravage sur tous les échelons, politiques, économiques, écologiques, climatiques. Ils ont ravagé le monde. Et aujourd'hui, avec le retour de l'Égypte sur la scène africaine, je voudrais savoir comment vous constatez ce retour. Est-ce que les pays africains, encore une fois, ils accueillent avec chaleur la présence de l'Égypte? Parce qu'aux années 60, l'Égypte, pour l'Afrique, était vraiment un des pionniers qui a fait la construction, l'infrastructure, plein de projets. Où est l'Égypte actuellement sur la scène en Afrique? Ok, vous avez une histoire avec l'Afrique qui a des souvenirs dans l'arrière-tête qui sont plaisantes. Mais vous avez aussi une vingtaine d'années d'une expérience amère. Alors, il faut faire un effort pour regagner la confiance
c'est-à-dire, maintenant la situation dépend d'actes et non plus de paroles. Vous devez, l'Afrique doit sentir qu'on est là pour aider. Ce n'est pas aider financièrement, non, j'en parle, aider avec tous les moyens. Oui, la culture joue également un rôle très important. Il faut regagner la confiance perdue de ces pays-là, exactement en montrant chaleureusement que nous sommes des Africains, parce que ils ne nous croient plus, nous sommes des Africains qui sont pas noirs tellement, hein. Alors il y a toujours des doutes, mais c'est le moment d'acte, hein. Il faut agir, il faut prouver cette volonté. On l'espère bien, et que l'Égypte retourne non seulement sur la scène politique, sportive, économique, mais également culturelle, qui était vraiment un des projets les plus grands de l'Égypte dans les années 60, la culture en Afrique. Oui, c'est vrai. Merci à vous, Dr. Chérif Demolidej, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci, Mona. Merci à toi, Noah, et bonne journée sur Nile TV International, avec cette journée qui s'avère vraiment heureuse pour le peuple égyptien sur plusieurs niveaux. Merci, au revoir.